Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence en cette heure tardive au Salon Documation 2012. Vous allez pouvoir assister à une conférence sur l'archivage électronique des documents avec un titre ambitieux, Le bon compromis. Donc, cette présentation sera faite par, dans un premier temps, Emmanuel Hertel, qui est directeur Tessiged, et Franck Joseph, responsable des partenariats DigiPost. Donc, vu l'heure, ce qu'on vous propose, et vu la chaleur, parce qu'il fait quand même très très chaud, hein, et merci d'être encore là à cette heure-ci, parce que 17h30, voilà. Donc on va quand même essayer de faire ça vite, bien, et avec un peu de rythme. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'archivage électronique des documents, le bon compromis. Normalement, ça a dû vous interpeller un tout petit peu, parce que si vous regardez les plannings des conférences d'avant, tout le monde vous parle de l'archivage légal, de l'archivage électronique, du coffre-fort. Mais ça veut dire quoi, le bon compromis, hein, c'est quoi objectivement? Si on est aujourd'hui sur un système d'archivage électronique, objectivement, aujourd'hui, toutes les entreprises, on va commencer par les entreprises, ont une obligation de conserver les documents. On conserve la valeur du patrimoine documentaire de l'entreprise, soit au format papier, soit en expectative vers le document numérique, soit complètement au document numérique. Selon si vous êtes là aujourd'hui, alors il y a des concurrents, il y a des prospects, il y a peut-être des clients aussi dans la salle, mais tout le monde a un projet qui est de faire de l'archivage électronique. L'obligation de conserver le patrimoine documentaire, il n'est pas tant lié par le principe de se faire plaisir de conserver une image électronique ou du document papier, c'est surtout parce que vous avez une obligation légale de le faire. Soit lié au code du commerce, soit lié à un code civil, soit lié à un cadre, en tout cas juridique, qui est associé et qui vous oblige à le faire. Archiver, c'est donc, comme dit très justement ce slide, le but de pouvoir conserver l'ensemble des documents d'une entreprise. De façon pérenne, c'est quand même mieux de le faire d'un point de vue électronique que d'un point de vue papier. Pourquoi ? Parce que le papier, aujourd'hui, il s'altère, il jaunit, il se déchire, il est mangé par les souris et par les rats, il craint l'eau, les systèmes électroniques, beaucoup moins. Mais la vraie question, c'est je me sépare du papier et je fais quoi ? Je le garde pas, je le détruis pas, et puis je le mets où, ce papier ? Je le mets où, cette image ? Et puis, quand on part vers l'archivage électronique des documents, on est aujourd'hui sur le périmètre de l'entreprise, mais demain, je vais vouloir aussi l'adresser sur le périmètre à titre personnel, que ce soit sur ce qu'on appelle du B2B ou du B2C, mais également parce que l'obligation de l'entreprise aujourd'hui est d'adresser potentiellement demain des documents électroniques à ses salariés, le bulletin de paye par exemple, que vous devrez aller stocker dans des coffres-forts individuels. Si vous proposez à vos salariés d'avoir des coffres-forts individuels, autant leur proposer de pouvoir aller stocker d'autres choses que le bulletin électronique. D'où d'un coup la présence de mon petit camarade de gauche sur la partie DigiPost. T'as vu, c'était bien, hein ? C'était super, merci. L'archivage électronique, ça définit un périmètre. Vous avez fait le tour du salon et vous avez vu qu'ici, tout le monde fait de la GED. Tout le monde fait du coffre-fort, tout le monde fait de l'archivage électronique. C'est difficile de s'y retrouver en fait. C'est difficile de savoir pourquoi telle solution plutôt qu'une autre. Pourquoi tel périmètre plutôt qu'un autre? Et je ne sais toujours pas ce que je dois faire de la conservation de mes documents papier. Mais tout le monde fait de la GED. Mais même les applications métiers font de la GED. Les ERP, SAP fait de la GED. Les applications métiers font de la GED. C'est quoi la GED? Si on oppose un système de gestion électronique de documents, c'est pouvoir stocker des documents plutôt vivants. Ou en tout cas des documents qui n'ont pas vocation à avoir une valeur probatoire. Alors, petit point de sémantique, pour qu'on se mette tous d'accord. Le système vous donne un document à valeur probatoire. Le juge détermine qu'il est probant. Je pense que là, on est d'accord, tous, sur cette définition-là, qui est que seul un juge peut déterminer que la valeur est probante. Ça, c'est la fin de la parenthèse sur la sémantique. Le principe sur un système de gestion électronique, c'est quoi? C'est de pouvoir aller stocker des documents, de pouvoir déplacer les documents papier, pas obligatoirement aller les détruire, en tout cas pouvoir les conserver quelque part, retrouver l'information, la rechercher, la consulter, la faire circuler.
Mais ça ne vous donne pas la valeur probatoire du document. Pour pouvoir avoir une valeur probatoire, il faut avoir un système d'archivage électronique. On va créer ce qu'on appelle aujourd'hui, sur cette enveloppe, sur cet archivage électronique, l'intégrité, la pérennité. On va horodater cette donnée et donc on va la tracer. C'est autour du système d'archivage électronique qu'on va respecter la fameuse norme dont vous avez entendu parler pendant toute la journée, et même bien avant sûrement, la fameuse norme Z42013, qui est une norme qui définit en fait le périmètre d'archivage et de stockage autour d'un système d'archivage électronique. Pour la petite histoire, cette norme est depuis un mois environ devenue une norme ISO. Donc là, on rentre sur un périmètre beaucoup plus large, qui est la norme ISO 14641-1. Donc aujourd'hui Z42013, mais également une norme ISO. Et puis, autour du système d'archivage électronique, on va pouvoir venir y rajouter un coffre-fort. Le coffre-fort, c'est quoi? C'est venir créer l'enveloppe de la preuve, en fait. C'est vraiment comme on allait déposer un document dans un coffre à la banque. C'est là, on va mettre ceinture, bretelles, casque lourd autour du document. Et quand on dit c'est quoi le bon compromis, c'est d'avoir la capacité de proposer à ses utilisateurs et à son entreprise des solutions qui font un mixte. Soit je commence par la GED, puis de la GED, je vais vers le SAE, puis du SAE, je vais vers le coffre-fort. Donc on doit obligatoirement, pour pouvoir trouver le bon compromis sur une pérennité du corpus documentaire, trouver quelle est la bonne solution par rapport à votre société, par rapport à votre organisation. Je suis claire? Ça va? Pas trop dur? Il fait super chaud là-dessous, c'est terrible. Ah, pardon, comme ça. Là, c'est mieux. Tout ça, trouver le bon système de GED, le bon système d'archivage électronique, le bon coffre-fort. Tout ça, ça marche que si et seulement si on respecte quand même 2-3 trucs. Le premier, je vous le conseille quand même, on peut toujours être un peu fantaisiste, c'est la loi. Il y a des cadres. Puis alors en France, on a des cadres particulièrement poussés. Déjà, on a un code civil qui encadre un commencement de la preuve par l'écrit. Ça veut dire quoi, un commencement de la preuve par l'écrit? Ça veut dire que j'ai le droit de me présenter devant le juge, non pas avec un original, mais avec une copie. J'arrive devant ma copie. Si ma copie n'est pas réfutée par le juge, ça me sert pour plaider. Ça s'appelle le commencement de la preuve par l'écrit. Mais on va également encadrer une autre partie, qui est une loi qui est très très importante quand on définit un système d'archivage électronique. C'est ce qu'on appelle la loi de 2000. La loi de 2000, si on la réfute, non, la réfutez pas, c'est pas la peine. Si on la résume, c'est que le juge n'a pas le droit de dénigrer l'origine de la preuve. Reprenez depuis le début de mon introduction. Je vous dis, on est sur le maintien du corpus documentaire. On est sur une pérennité de l'information. On est sur une capacité de pouvoir retrouver. Mais ce système, si je ne retourne pas à mon papier tout de suite et que je vais devant le juge, parce que ce qui fait peur dans une entreprise, ce n'est pas le quotidien, c'est le litige. C'est comment j'oppose mon document. Le reste du temps, après tout, j'ai stocké mes armoires, que j'ai stocké dans l'électronique. Du moment que c'est bien stocké, que je retrouve l'info, c'est pas trop grave. Le commencement et le fait que le juge n'ait pas le droit de dénigrer l'origine de la preuve, ça veut dire qu'un juge, vous arrivez avec un document qui est issu d'un support électronique et que vous êtes capable de prouver qu'il a été mis dans des systèmes qui sont dits pérennes. Vous pouvez le présenter devant un juge et le juge n'a pas le droit de vous dire que ce document-là a moins de valeur légale qu'un document papier original. Et ça va même aller plus loin. C'est que dans votre quotidien, en réalité, il y a énormément de documents qui en réalité ne sont que des copies et que vous prenez pour des originaux. Des documents qui sont aujourd'hui issus de vos systèmes électroniques, ce que vous en avez généré, ça n'est qu'une copie papier. L'original, il est bien issu de vos systèmes. Ils sont donc électroniques. L'habitude, en France, c'est le papier. On est aujourd'hui un petit peu nombreux dans la salle, on prend des notes, à part une personne avec un BlackBerry et une personne avec un PC. 2, j'ai un iPad là-bas, c'est tout. Ouais, il est tout petit le vôtre. Ah, vous enregistrez. Mais et le droit à mon image, après, j'ai le droit à la CNIL ou pas?
parle d'enregistrement, pas d'image. Voilà. Mais oui, j'ai l'image, mais j'ai le son. Ça ne va pas du tout, cette affaire. Donc, il y a un attachement viscéral au papier en France. Et cet attachement, pour réussir à aller contre, eh ben, ça va être compliqué. Ça va être long. Et d'ailleurs, si aujourd'hui je vous interroge et que je vous demande, vous êtes prêt à détruire vos papiers dans votre entreprise, dans votre mairie? Vous êtes prêt à détruire le papier? Pourtant, dans les villes, voilà, vous avez énormément de papier. Et pourtant, la plupart des documents que vous présentez ne sont que des copies. Parce qu'elles sont issues de vos systèmes. Donc, le fait que, dorénavant, depuis la loi de 2000 et sa révision, eh bien, le juge n'ait pas le droit de dénigrer l'origine de la preuve, on est un tout petit peu plus serein pour présenter un document devant un expert juridique, quel qu'il soit. J'ai à aucun moment dit que vous aviez le droit de détruire le papier. Hein. Je vous ai juste dit que vous aviez le droit d'aller devant le juge avec. C'est important. Petit point de situation importante. Et puis, autour de ça, c'est le cadre. C'est ce qui définit vos droits et vos devoirs. Après, vous avez le cadre lié à votre métier, le code des assurances, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis, il y a aussi vos obligations. C'est-à-dire que lorsque l'on met en place, en plus de la loi, vous avez des contraintes pour mettre en place un système d'archivage électronique. Et ces contraintes, c'est celle-là en bas. C'est que c'est à vous de définir la politique d'archivage. C'est pas à nous, fournisseurs du type Tissier Documents de Service, à venir définir votre politique d'archivage. C'est vous qui déterminez combien de temps on doit conserver les documents. Il y a des documents qu'on doit conserver de façon très longue. Des factures. Les bulletins de salaire, par exemple. Autres. Les relevés de compte bancaires. Par exemple, à la Poste, on a la Banque Postale qui pousse aujourd'hui ses relevés de compte dans Digipost. Voilà, par exemple. Donc vous avez des documents que vous devez conserver un certain temps. C'est à vous de définir cette politique. Et c'est à vous, en regard de chaque document, de dire combien de temps je le conserve. Un avis d'apposition, il a une durée de vie d'1 an. Je ne vais pas le garder 5 ans dans mon système. 1 an. 1 an plus 6 mois, le temps d'avoir le nouveau. Pourquoi je conserverais un document qui n'a plus de valeur? Il est plus valable. Sur l'avis d'imposition, pour vous, à titre privé. Sur une pièce constitutive d'un dossier, non. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des documents. Et donc, vous devez définir, dans le cadre de cette mise en œuvre, eh bien, la politique de conservation autour de chaque document. C'est ce qu'on appelle la durée d'utilité administrative de la pièce. Vous devez avoir donc le type, les règles de conservation, ça s'appelle la DUA. Et puis, le format de stockage. C'est vous qui nous dites si on doit stocker en PDF, en PDF-A, en XML. Il y a toute une liste, hein. Il y a le JPEG, les formats. Quand on est sur un système, reprenez mon slide du début, GED, je pourrais tout stocker, le document en natif, le Word, parce qu'il vit une vie. Et puis ensuite, quand je le déverse en archive, je détermine un format pivot d'archivage. Pas autre chose. Et je n'en démords pas. Je ne me fais pas un petit oui mais très sympathique qui est oui mais dans ce cas-là, j'aimerais bien pouvoir. Non, pas dans un système de SAE. On peut le faire dans un système de GED. Donc dans la GED, vous avez le droit au oui mais. En SAE, vous n'y avez plus le droit. C'est dur. Je le vis quotidiennement. Et tout ça, vous devez en faire un cahier des charges avec des spécifications. Parce que si vous voulez trouver le bon compromis, il faut pouvoir interroger vos fournisseurs. Et un des fournisseurs que vous devez obligatoirement interroger, parce qu'on est particulièrement sympathique. Non, si, c'est vrai, on est sympathique. On fait ça avec le sourire, les 5h30, on est en train de mourir de chaud, c'est un truc... Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais faire un striptease, mais je crois que je vais vraiment le faire. Je vais me décaler là. C'est envoyer votre cahier des charges à Tessie Documents Service. Parce que je représente Tessie Documents Service. Quand on met en place un système d'archivage électronique et quand on doit réfléchir sur le bon compromis, j'ai donc des documents et puis j'ai des périmètres. Je commence par quoi? Je commence par les factures. Mesdemoiselles, messieurs, informez que la remise des pilotes Howard va commencer. Le premier qui bouge. Dans la salle de conférence thématique. Merci. C'est là. Donc, non, ça ne va pas commencer maintenant, vous allez attendre. Je rêve. Sur les flux, ils m'ont perturbé. Donc, une fois qu'on a fait l'archivage électronique et ses bons compromis, on est en train de réfléchir à un système de GED, un système de SAE, un coffre-fort et des périmètres.
tout peut rentrer dans un système d'archivage électronique. Il n'y a pas de limite. 100% des flux d'une entreprise peuvent rentrer dans un système d'archivage électronique. Pas au même endroit, selon les strates qu'on en définit, mais on est bien d'accord, tout peut rentrer dans un système d'archivage électronique. Les flux entrants, c'est le courrier. Tout le monde pense au courrier. Mais c'est pas que ça, les flux entrants. Ça peut être les moyens de paiement. Ça peut être des traitements de back-office. Ça pourrait même être du son. Ça peut être du SMS, ça peut être du mail, ça peut être du fax. Ça peut être tout type de flux qui rentre dans l'entreprise. Et puis, c'est tous les flux qui circulent dans l'entreprise. On va parler de workflow. On va parler de business process management. C'est un vrai bonheur, là. C'est parler également des factures. On a les factures papier dans les flux entrants, puis on a des échanges de flux, les factures électroniques. Vous parlez tout à l'heure de contrôle fiscal. La démat fiscale rentre dans un système de GED. On va aller jusqu'au coffre-fort pour pouvoir être opposable au fisc. Mais on va être sur un échange global. Et puis on est sur les flux sortants. Parce que ce qui sort et qui appartient à un dossier, il faut bien qu'on en ait une trace. Donc ça revienne dans le système d'archivage électronique. Rebelote, mes fax, mes mails, mes SMS, mes courriers, mes flux éditiques, mon courrier égrené, tout ça revient dans le système d'archivage électronique. Et le système d'archivage électronique aujourd'hui, c'est quoi dans le bon compromis ? Eh bien, c'est un système central. C'est que tout est déversé autour du système d'archivage électronique. Pour pouvoir y répondre, je ne sais pas si ça se lit. Elles sont belles ou pas ? Parce qu'elles sont toutes nouvelles, ces roues. Ah ouais, c'est pas terrible. Hein. Alors, pour pouvoir réussir, je vais vous les expliquer, vous allez voir. Pour pouvoir réussir à mettre en place un système d'archivage électronique, il faut des outils. Ici, tout le monde vient vous vendre ces outils. Nous aussi. Tombe bien, on est un peu là pour ça. Dans les outils, il faut des outils de capture. Je vous ai dit, les flux entrants, il faut pouvoir les capter. Tessie Document Service édite des outils pour capturer les flux. Dans la capture des flux, on va parler de reconnaissance, on va parler de lecture automatique, on va parler de prestations. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui font appel à des métiers comme Tessie Document Service pour externaliser le traitement de ces documents. Pourquoi ? Parce que le principe du système d'archivage électronique de documents, c'est de vous apporter la valeur ajoutée métier. C'est de vous donner l'accès à l'information. Mais la partie capture, objectivement, il n'y a rien de plus chiant. Sérieusement, c'est des scanners. Il y en a des superbes à côté chez Kodak. Il faut mettre en place des moteurs. Il faut réfléchir à comment on met en place les moteurs. Vous pouvez le confier à un prestataire comme nous, on le fera très bien. Mais le principe, c'est de capturer des flux. Mais le point central, c'est le système de GED. Tessie Document Service édite un système d'archivage électronique qui s'appelle Docubase. Dans Docubase, vous allez pouvoir faire l'ensemble des process que je viens de décliner. Je me suis juré de rien vous vendre ce soir, juste de vous expliquer des choses. Donc je vais pas très vite passer sur ce slide. Mais il vous faut une solution. Et il faut une solution qui soit évolutive. Parce que comme on l'a vu, on va commencer, pourquoi pas, avec un système de GED, puis on va le faire évoluer vers un SAE, puis le faire évoluer vers un coffre-fort. Donc, on a la problématique de la dernière roue, c'est l'environnement technique. Un système d'archivage électronique, c'est deux choses. C'est un projet extrêmement fonctionnel qui ne peut pas se passer de la technique. C'est un projet extrêmement technique qui ne peut pas se passer du fonctionnel. Si vous ne mettez pas ça en œuvre dans votre organisation, je suis désolée de le dire comme ça, vous allez vous planter. Pour pouvoir le faire, il faut des environnements d'infrastructure, il faut des baies Hitachi, il faut des baies NetApp, il faut des baies, des environnements techniques, il faut des contrôles, des sécurités de l'information, il faut pouvoir sécuriser la donnée et toujours la rendre pérenne. Donc, pour mettre en place un système, il vous faut définir quelle couche vous voulez attaquer, quel environnement technologique et avec quels outils. Ça va ? Pour pouvoir le faire, on va l'adresser, que ce soit dans le monde privé ou dans le monde public, dans le B2B ou dans le B2C. Parce qu'aujourd'hui, le système d'archivage électronique de l'entreprise, il ne sait plus vivre tout seul. Il vit avec le périmètre de l'entreprise, mais dans l'entreprise, j'ai quoi ? C'est bien fait, ils ont du Larsen. Tac.
J'ai quoi dans le périmètre de l'entreprise? J'ai des hommes, j'ai des femmes, j'ai des clients. Et ces clients-là vont aussi pouvoir consulter le système. Et donc, on ouvre aujourd'hui, et demain est la tendance vers quoi? Le système d'archivage électronique, merci, ouvert à l'extérieur vers les coffres-forts individuels. Et donc, Tessie Documents Service a fait le choix de retenir, en partenariat avec son offre d'archivage électronique, l'offre Digipost pour adresser toute la partie des coffres-forts individuels. Merci. Aujourd'hui, on peut parler d'un contexte qui est à la fois économique, qui est social, qui va favoriser la dématérialisation. La dématérialisation, elle ne va prendre qu'ici à un moment donné, les différents acteurs, ceux qui vont recevoir en fin de compte les différents documents, aient confiance en une entreprise. Sur le contexte social, 80% de la population française aujourd'hui utilise Internet. Ça fait partie de notre quotidien. On est avec des SMS, on reçoit des mails. Donc on est vraiment tous aujourd'hui bien câblés sur le numérique. Et derrière, on a une démarche de l'État qui est de plus en plus proactive. C'est-à-dire qu'on a même un ministère sur les échanges numériques. Ensuite, pour reprendre un petit peu les différents points juridiques qu'Emmanuel évoquait, l'État a mis en place plusieurs lois. Donc la plus connue, alors non, la dernière, c'est la loi sur les lettres recommandées électroniques qui donc est sortie en février dernier de cette année. Ensuite, nous avons en mai 2009 les bulletins de salaire, qui a fait un vrai essor sur le domaine du numérique, surtout vis-à-vis du particulier. Et puis donc, un peu plus avant, tout ce qui est 2000 pour la facture B2B, avec le principe de pouvoir faciliter les échanges, non pas en EDI, mais avec ce qu'on appelle un PDF signé. Derrière tout ça, un contexte économique, oui, la dématérialisation, en tout cas les échanges numériques, puis la Poste est bien placée là-dessus pour en parler, permet de faire des économies. Voilà. Alors, ce schéma, il est très important pour nous. Pourquoi? C'est tout simplement comment la Poste a défini son offre de Digipost. Et donc, elle a positionné un abonné au centre de toute la relation client avec les différents intervenants. Donc, on va retrouver les facturiers les plus connus, EDF, tous les télécoms, l'employeur depuis peu, banque et assurance, la grande distribution et les services publics. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons une multitude d'identifiants, une multitude de mots de passe pour aller chercher les différentes informations. Mais ces informations, quand on va les récupérer, si par exemple aujourd'hui je vais sur le site d'EDF pour récupérer une facture numérique sur le site d'EDF, une fois que je vais la sortir, cette facture, ce ne sera qu'une copie. Et ça, c'est valable en fin de compte pour tous les systèmes de coffre. Une fois que je sors de l'espace sécurisé, ça devient une copie. Et donc la Poste s'est dit, aujourd'hui, elle adresse le courrier à tous les Français. Donc ils ont une boîte aux lettres. Dans cette boîte aux lettres, ils reçoivent aujourd'hui leur bulletin de salaire pour certains, les factures, la plupart des relevés de compte bancaires, en fin de compte, tout le courrier de gestion. Et elle s'est dit, on va essayer de proposer à tous nos abonnés le pendant de la boîte aux lettres physique. C'est-à-dire qu'on va recentraliser tous les flux et on va proposer tout simplement à l'abonné une offre sur laquelle toutes les factures pourront, ou tous les relevés de compte bancaires, tous les organismes publics, arriver sur un seul et même endroit. Et au lieu d'avoir une multitude d'identifiants et de mots de passe, ne plus en avoir qu'un seul. Pour vous donner un petit peu des idées sur les taux de dématérialisation, aujourd'hui, sur les banques, on est à 5%. Sur les grands facturiers, au niveau de l'énergie, on est plutôt à 3%. Il fait très chaud, là. Ouais, très très chaud. Ceux qui aujourd'hui ont le plus fort taux de démat, c'est quand même ce qu'on appelle les fournisseurs d'accès à Internet, qui eux embarquent directement dans leurs conditions générales de vente, en fin de compte, la dématérialisation. Donc je pense qu'à l'avenir, il y aura peut-être des évolutions sur ce sujet-là. Alors, Digipost. Donc, la Poste, suite à cette étude et cette offre, s'est dit, bien, pour pouvoir aujourd'hui remporter l'adhésion des différents particuliers, il faut offrir un service à valeur ajoutée. Le premier service à valeur ajoutée, ça va être la centralisation, par exemple, du patrimoine documentaire. Ça va être de pouvoir, si je reçois ma facture, pouvoir la payer. Ça va être, comme dans les démarches administratives, vis-à-vis des mairies, vis-à-vis des banques, pour les organismes de crédit, c'est partager ces documents
en original, puisqu'aujourd'hui je le partage de manière papier, partager et avoir le même partage de manière électronique, donc un espace de partage dédié. C'est une offre qui est portée par La Poste. Alors La Poste, depuis Louis XI, elle existe. Donc dans quelques années, je pense qu'elle sera encore présente, ce qui fait que c'est une entreprise qui est pérenne. Pérenne et surtout une marque de confiance. Donc La Poste décide de lancer Digipost. Donc Digipost, qu'est-ce que c'est? Changer de côté pour voir s'il fait meilleur là-bas. Non, c'est pas bon pour vous. Je vais enlever la veste. C'est le début. Ouais. On avait dit la veste et après le reste, c'est ça? Ouais. Donc Digipost, Digipost s'appuie sur des partenaires, donc notamment le groupe Tessie, pour pouvoir permettre et proposer à tous les abonnés d'avoir cette offre-là. Donc cette offre, elle est gratuite pour le particulier. C'est-à-dire que demain, vous pouvez vous inscrire gratuitement à Digipost. Elle va vous offrir ce service qui est donc d'une part une boîte aux lettres, donc où on va recevoir tous les documents sur lesquels on aura décidé de recevoir. Pourquoi? Parce que si on revient aussi un petit peu sur le cadre légal, pour pouvoir recevoir un document de façon numérique, il faut donner son accord. C'est très important. Une partie A envoie à une partie B un document, il faut qu'elle obtienne son accord. Donc, un espace dans lequel on va recevoir tous les documents qu'on aura décidé de recevoir. Donc, il n'y a pas de spam, ce n'est pas une boîte mail. Ensuite, le document, en fonction de sa typologie, va arriver dans un espace sécurisé, donc un coffre-fort, dans lequel on va retrouver la typologie du document, la date d'arrivée, l'émetteur qui a poussé ce document, et ensuite tout ce qui est un classement personnel. Et après, comme je le disais, dans le parallèle du monde papier, du monde physique, une fois que je suis à la maison, j'ouvre ma boîte aux lettres, je récupère mon document. Là, j'ai un placard où je préfère mettre mes vêtements, mais systématiquement, c'est toujours les classeurs avec les bulletins de salaire, avec les différentes factures que je dois conserver. Et puis, je n'ai pas toujours l'information de savoir combien de temps je dois conserver mon document. Donc, le bulletin de salaire, on m'a dit à vie, parce qu'on m'a toujours dit que le bulletin de salaire, il fallait le garder à vie. Certaines factures, on va me dire 5 ans, mais est-ce que c'est pas 10 ans ou est-ce que c'est 1 an? Et là, dans Digipost, on va avoir cette information. C'est-à-dire que tous les émetteurs qui vont pousser un flux dans Digipost vont pouvoir définir en fin de compte la durée de conservation du dit document. Une fois que j'ai le document donc à la maison, dans le placard, là j'en ai besoin pour une démarche commerciale ou administrative, pour la mairie, pour contracter un crédit, etc. Et de ce fait, ce que je vais faire, je vais le mettre à disposition d'un espace de partage. C'est la 3e brique de Digipost. Voilà. Et de manière sécurisée, Digipost va, par le biais de ses partenaires, notamment donc Tessie, va pousser le document de manière sécurisée dans Digipost avec un eurodatage, ce qui garantit tout le cadre légal. Ça, c'est la homepage de Digipost. Il y a marqué 1 giga de stockage offert. Aujourd'hui, nous sommes à 3 gigas de stockage offert. Voilà. Donc, dans Digipost, dans l'espace de stockage, on va avoir 2 typologies de documents. Le document qui va arriver par l'émetteur de l'entreprise, qui lui donc est à vocation probatoire, et le document que je veux uploader, c'est-à-dire que je vais télécharger. C'est-à-dire que si je souhaite faire une photocopie de ma pièce d'identité en attendant, je peux la mettre dedans. Donc tous les documents que je vais numériser, je vais pouvoir les mettre dans Digipost. Voilà. Et ces 3 gigas de stockage sont gratuits. Sur l'adhésion, c'est quelque chose de très simple. Il suffit, donc c'est un site qui est sécurisé, donc on s'inscrit, et derrière, il suffit d'avoir un système de calculette où on va définir son mot de passe. C'est récent pour nous, puisqu'il y a à peu près plus d'1 an, on avait un autre modèle d'adhésion qui était un petit peu plus compliqué, mais on a décidé de simplifier la chose, et on l'a fait de cette manière-là. On s'est inspiré de un de nos métiers, qui est la banque postale, qui utilise en fin de compte ce système de calculette tout en garantissant la sécurité. Voilà. Digipost, peut-être, c'est 120 000 abonnés aujourd'hui. C'est 77 émetteurs qui poussent donc des flux dans Digipost. Et c'est plus d'une 17 partenaires. Voilà. Et donc, en fait... Merci. Avec plaisir. Je ne sais pas si on m'entend, en fait. Si, ça marche? Ah oui.
Voilà. En gros, en le passant en une demi-heure de temps pour vous éviter de mourir complètement, voilà, d'être en train de mourir de chaud, eh bien, c'est quoi un bon compromis dans un système d'archivage électronique? C'est tout simplement un système qui est évolutif. C'est un système qui fait du B2B vers du B2C. Et c'est à vous de définir quel système d'archivage électronique vous voulez mettre en place. C'est pas à nous, c'est pas les gens qui sont sur les stands à vous expliquer ce que vous devez mettre en place. C'est vous qui définissez comment on va l'organiser. C'est vous qui définissez par quoi on va commencer. Nous, on est simplement là pour vous apporter des outils. On essaie juste de vous apporter des outils qui sont hyper fiables, hyper sécurisés, hyper faciles à utiliser et qui touchent une offre globale dans laquelle vous allez pouvoir envoyer des SMS, recevoir des SMS, stocker des SMS. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est pas dans votre quotidien. Mais en réalité, de plus en plus de nos clients, par exemple, demandent dans l'entrée en relation de pouvoir envoyer des SMS à leurs propres clients. Mais on veut le tracer, ça. On veut le remettre dans le système d'archivage. Donc c'est vous qui définissez l'organisation. Aujourd'hui, la particularité des gens qui sont devant vous, c'est d'être capable d'adresser l'ensemble de ces flux, d'avoir une offre globale qui est assez unique aujourd'hui sur le marché et en tout cas sur les stands présents ici sur les 2 jours. Et on sera très très heureux de vous accueillir sur le stand F25 pour venir répondre à toutes vos questions. Voilà, ce sera avec grand plaisir, à moins que vous en ayez maintenant. Digipost et mon service public où on peut faire des liens avec, par exemple, le site Les On vous entend pas, madame. On vous entend pas. Quelle est la différence entre vos services et celui de mon service public? On peut faire des liens entre, par exemple, le service des impôts ou Amélie. Oui. Alors la différence, elle est simple. Digipost est une offre de la Poste et mon service public est une offre de l'État. Alors, on va dire que la Poste est une entreprise privée aujourd'hui avec des fonds publics. Alors, donc on peut le tourner de cette manière-là. La grande différence aussi, c'est... Pardon ? Des fonds privés. Oh oui, des fonds privés quand même, oui, un petit peu. Et ce qui est important, c'est que les documents, aujourd'hui, dans mon service public, on est sur de l'upload. C'est-à-dire qu'on a, on a un espace de stockage sur lequel on peut mettre des données. Dans Digipost, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a l'espace de stockage, comme par exemple les assureurs qui peuvent le proposer. On a MMA qui a lancé ça. On a Air France qui a proposé aussi ce genre de choses. Google propose des espaces de stockage. Mais là, nous, on pousse des documents de manière sécurisée pour qu'ils aient toute la valeur de l'original électronique. Tout ce qui a été présenté depuis le début. Voilà, qui est une grande différence avec mon service public. Voilà. Mais il y a des synergies qui sont en train de se faire. Voilà. Bonjour, voilà, moi j'ai une question parce que je travaille dans une entreprise internationale et comment on peut faire trouver le bon compromis dans une société internationale où je pense que les normes ne sont pas forcément les mêmes dans chaque pays. C'est la loi du pays qui s'applique. Et en fait, quand vous mettez en place un système de GED, tout dépend où on met la base de stockage. Pour le système de GED, il n'y a pas eu tout de souci, il est basé en France en fait. Voilà, mais pour le système SAE, c'est pareil. Soit on détermine qu'on le met en France, soit on détermine qu'on met autant de systèmes SAE qu'il y a de filiales, et c'est la loi du pays qui s'applique. Typiquement, aujourd'hui en France, on ne parle pas de Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley ne s'applique pas. Par contre, des lois, si vous êtes dans une banque, on va vous parler de BAL 2, BAL 3. Et BAL 2, BAL 3 ou Solvency, pour les assurances et les banques, s'appliquent à l'international. Et ensuite, il y a des cadres particuliers. On a un truc un peu sympa, ça s'appelle l'Europe. Alors, on a la loi européenne qui est supérieure à la loi du pays. Mais dans le cadre des jurisprudences, les jurisprudences du pays sont plus fortes. Donc la préconisation, c'est le système de GED. On peut en mettre autant que dans les filiales, mais le système des SAE, oui, quasiment dans toutes les filiales, si on veut respecter la valeur probatoire et l'opposabilité du document par rapport au droit. Après, la chance en France, c'est que quand même la norme Z42013, elle a été bien pensée et qu'elle est quand même assez large pour couvrir beaucoup de périmètres. Et puis après, c'est toujours pareil. N'oubliez pas, je ne vous ai jamais dit que vous pouvez détruire le papier. Jamais. Donc, ça devient complémentaire. Donc, vous pourriez tout à fait avoir un système SAE unique, partagé par l'ensemble des filiales, qui répondent à la loi du pays dans lequel il est installé, et conserver le document papier. La seule chose, c'est que la bonne règle, c'est quoi ? C'est que si on a une filiale à New York et que le prix du mètre carré à New York n'est pas tout à fait le même qu'à Atlanta, eh ben, on met, alors ça fait un long trajet, mais on met les données à New York et on fait disparaître les documents physiques et on n'y retourne que très rarement.
Voilà. Et après, il y a quand même des règles particulières. Si on prend la loi américaine, l'origine de la preuve est liée à l'émetteur, ce qui est une différence fondamentale par rapport à la loi française. La loi française, c'est vous qui... Voilà, c'est un peu la différence. Si j'ai bien compris le système, le document qui passe sur toute la chaîne, la B2B2C, il n'y a pas de papier. Exact. Ça n'est valable que pour le document papier. Après, dès qu'on est sur du document électronique, voilà, la conservation et le cadre est un peu différent. Si on prend l'exemple de la Poste, aujourd'hui la Poste, avec tout son réseau de distributeurs, est très attachée au papier. On est très très attaché au papier. C'est notre cœur de métier. La seule chose, c'est que la Poste, avec sa vision, elle s'est dit il est important de se mettre dans le marché existant. Donc il y a de plus en plus d'offres de dématérialisation et ce genre de choses. C'est pour ça que notre promesse, elle est d'offrir le meilleur des deux mondes aux particuliers. C'est-à-dire, et pourtant je ne me tiens pas droit, hein. Non, je rigole. C'est de proposer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le papier et le numérique. Voilà. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que le numérique, c'est le destinataire qui va accepter de recevoir le document. En France, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on est protégé par ce genre de loi. Voilà. Ce qui fait que le salarié d'une entreprise qui ne souhaite pas recevoir son document de façon numérique, on ne pourra pas le lui obliger et lui imposer. Après, derrière, ce qu'il va faire, qu'il va accepter, c'est les différentes offres qui vont exister sur le marché et c'est la valeur ajoutée qu'il va avoir. Pourquoi il va le faire ? Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas prêt à payer pour recevoir un bulletin de salaire, on n'est pas prêt à payer pour plein de choses et tout simplement, c'est comme ça que ça va se goupiller. D'autres questions ? Franck Joseph. Ça fait penser à l'armée à chaque fois qu'on dit Joseph. Franck. Si je souhaite que mon employeur m'envoie mon bulletin de paye dans Digipost, je fais comment ? Alors, soit il a une chance extraordinaire, c'est que notre force de vente et puis tous nos partenaires ont rencontré cette entreprise et ont proposé le service Digipost. C'est le travail aujourd'hui de la Poste avec ses partenaires. De ce fait, il pourra recevoir son bulletin de salaire dans Digipost. Si aujourd'hui son émetteur, c'est-à-dire son employeur, n'a pas de coffre-fort Digipost, eh bien, on a sur notre site, en fin de compte, des informations qui nous disent très bien, moi j'aimerais recevoir mon bulletin de salaire dans Digipost, quelle est la démarche ? Nous, on va démarcher cet émetteur pour qu'il puisse le faire. Il est vrai qu'aujourd'hui, certaines entreprises n'ont pas cette solution. On peut prendre le cas aussi où un employeur a décidé de prendre une solution autre que Digipost. Mais là, on se retrouve dans un cercle où c'est le premier slide que j'avais présenté, où on a une multitude de mots de passe, une multitude d'identifiants. Et de ce fait, on essaie de se positionner sur ce marché pour être l'interlocuteur unique du marché. Et puis, ça va aussi sur un point qui n'a pas été abordé depuis tout à l'heure, mais qui est qu'en réalité, pour réussir à avoir qu'un salarié adhère à déposer son bulletin de paye, il va falloir l'accompagner. Et on va parler de conduite du changement. Oui, c'est le plus important. Un des points fondamentaux quand on veut trouver le bon compromis sur un système d'archivage électronique, c'est la conduite du changement. C'est d'être capable de donner suffisamment confiance aux utilisateurs, au système, pour qu'ils aient envie de se déposséder du papier, y compris du bulletin de salaire. Parce que quand on va vous dire demain le bulletin de salaire, vous le recevez que d'un point de vue électronique, c'est inévitable. Les gens ont peur. Donc il faut réussir à les convaincre. Les convaincre, c'est d'avoir le bon système d'archivage électronique. La communication et la conduite du changement au sein d'une entreprise pour le bulletin de salaire, c'est primordial. Le fait de signer et de proposer d'avoir un partenariat sur juste le bulletin de salaire et de ne pas accompagner derrière, c'est un échec. C'est un échec sûr au niveau de l'entreprise. Par contre, l'accompagnement, et ça c'est ce qui va faire la réussite du taux d'adhésion auprès des salariés. C'est tout simplement l'importance qu'on va leur donner, le temps qu'on va passer avec eux pour leur faire comprendre l'intérêt à la fois de l'entreprise et leur intérêt. D'autres questions ? Pour l'entreprise, ce sera payant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sera payant ? Ça dépend. C'est un service proposé par Tessie dans lequel on valide ensemble quelles sont les modalités commerciales qui y seront associées. Un individuel peut s'inscrire. Un individuel peut s'inscrire. C'est gratuit pour Digipost, pour la personne qui a en fin de compte la solution Digipost. Voilà. Pour l'entreprise qui va déposer les documents, elle voit effectivement... Non, nous ne sommes pas à but non lucratif. Voilà. Nous sommes là pour ça. Ça coûte des sous de faire des petites conférences. Alors, on est là pour gagner de l'argent quand même. Non, par contre, c'est très intéressant. Voilà, on a fait le tour. C'est bon pour vous ? Merci beaucoup. Non, voilà. Un monsieur avec un PC quand même.
Bonjour. Il se passe quoi si je m'inscris un jour sur de Digipost, j'ai 2000 factures SFR, eau, électricité qui sont arrivées, puis du jour au lendemain, j'ai plus envie de travailler avec vous, elles deviennent quoi mes factures? Je vous prie de m'excuser, vous avez été super vite. Et alors là, demain, vous quittez, vous arrêtez Digipost, vous gardez vos factures, c'est ça? Aujourd'hui, contractuellement, Digipost vous propose en fin de compte plusieurs choses. La première, c'est de vous garantir, on prenait les exemples de fichiers, aujourd'hui on est en PDFA par exemple, ou en PDF. Peut-être que dans 2-3 ans, on va être sous un nouveau format qui n'existe pas. On vous garantit la lecture des documents de tous ceux que vous avez déposés. Ensuite, si vous décidez de changer de coffre et de fermer l'espace Digipost, qui est gratuit, qui est à vie pour vous, on vous les met sur un support. Voilà. De toute manière, dans le cas d'un système d'archivage électronique, la réversibilité doit être un engagement. Oui, c'est une obligation d'engagement. C'est-à-dire que la vocation, c'est on passe régulièrement des appels d'offres, surtout quand il y a une entreprise et qu'on choisit des systèmes, quels qu'ils soient, je veux dire, du système de jet jusqu'au système de coffre-fort. On doit pouvoir garantir, et c'est un engagement que prend également Tessie de façon contractuelle, c'est cette réversibilité. C'est comment je reprends mes données. Il y a la pérennité de la donnée. C'est effectivement comment on garantit qu'on va pouvoir la lire demain. Il y a des gens ici qui, c'est pas la première fois qu'ils viennent à Documation, qui ont déjà mis en place des systèmes. Si je vous parle de disque optique numérique, voilà, je vois des têtes qui font ah bah ouais. Moi je me rappelle, et pourtant je suis encore très jeune, des fournisseurs qui venaient nous expliquer que disque optique numérique c'était pérenne, c'était mais pour 50 ans à être lu, il n'y avait aucun problème. Et puis boum, les fournisseurs ils font faillite, et puis il faut passer sur l'UDO, et puis l'UDO c'est plus ça, et qu'heureusement qu'on travaille avec des gens comme Hitachi, NetApp, ou je sais pas, avec des becs qui sont un peu pérennes en termes de système worm, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on a pu relire les données. Quand il a fallu reprendre les données, c'était compliqué. Et donc garantir une pérennité en termes de relecture de la donnée ne fonctionne que si en même temps on garantit aussi de la réversibilité. Et donc quand on met en place un système d'archivage électronique jusqu'au coffre-fort, les engagements de Tessie et de son partenaire Digipost, c'est de garantir la réversibilité. Ce n'est pas une obligation légale. D'ailleurs, il y a plein de fournisseurs qui en jouent, qui mettent des formats propriétaires de telle façon à ce que quand vous voulez partir, venez, allez-y, essayez. C'est vrai que quand on met en place un système d'archivage, c'est tellement compliqué. C'est compliqué. Ça organise l'entreprise. Il faut penser au processus de workflow, au processus de conservation. C'est lourd à mettre en place. C'est un vrai projet informatique. Donc une fois qu'on l'a mis en place et qu'il tourne, on a envie de rester un peu longtemps. Mais la vie des entreprises, la vie des sociétés, je ne devrais pas le dire très fort, mais les sociétés qui avaient pignon sur rue hier et qui font faillite le lendemain, ça doit être un engagement. Donc ce n'est pas une obligation légale, la réversibilité. Il me semble que Sarbanes-Oxley a une clause particulière sur la réversibilité. Mais en tout cas, en France, ce n'est pas une obligation. C'est un engagement que doit prendre le fournisseur. Tessie prend cet engagement et le prend avec Digipost. Oui, c'est contractuel, on s'y engage. Et la Fédération nationale des tiers de confiance a édicté des formats de réversibilité qui sont des formats ouverts, non propriétaires, la fédération n'étant pas un organisme à but lucratif, justement. Et donc, vous avez d'ailleurs un guide qui a été lancé lors de ce salon, qui est le guide de l'interopérabilité des coffres-forts. Vous avez un format de réversibilité des tiers archiveurs qui est utilisable par tout un chacun donc, pour pouvoir passer les données d'un prestataire à un autre. C'est un format ouvert et publié, et public. Encore des questions, on aime bien les questions. Ça a l'impression qu'il y a... Une société qui rachète la Poste. Bon courage. Il y a 2-3 candidats. La Suisse, c'est vrai, la question de la pérennité, je vais juste répondre. La question de la pérennité des entreprises se pose pour toute entreprise. Mais je vais aller plus loin, ça se pose même pour des organismes d'État. Il y a des ministères qui existent aujourd'hui, qui existeront peut-être plus demain. Tout ça, c'est regroupé, c'est orienté. Ça fait partie de la vie. D'où les engagements de réversibilité. Mais ça va plus loin. C'est que quand vous travaillez les sociétés françaises, parce que nous sommes une société française, ma bonne dame, et qu'on est une des rares sociétés françaises sur la place du marché, on dépose nos codes sources. On dépose nos codes sources sur un organisme. Alors, il y en a un majeur qui s'appelle l'APP, qui garantit que si demain on n'est plus là, vous êtes aussi capable de reprendre nos solutions. Pas d'un point de vue fonctionnel, mais de reprendre le code. Donc c'est aussi des engagements. Alors c'est pas des obligations légales, ce sont des obligations de bonnes mœurs, quoi, de bonnes règles de respect du client. Et le client, quand on l'installe, on doit lui garantir que oui, il peut nous quitter. C'est comme un mariage. Ça coûte un peu d'argent, parce que bien évidemment le fournisseur n'a pas envie qu'on le quitte, donc il tire un peu. Voilà, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et
le mariage ou le divorce. Voilà, vous avez le droit de quitter votre fournisseur. Vous avez le droit de récupérer vos données. Et il n'y a rien qui appartient au fournisseur. Et même si ce fournisseur est votre prestataire, parce qu'il y a 2 choix dans un système d'archivage électronique. Je le mets chez moi ou je le mets dehors? Je le confie à un tiers ou pas? Peu importe. Les données appartiennent à l'entreprise ou appartiennent à l'employé, mais vous avez le droit de les récupérer. Par contre, votre obligation à vous, la CNIL, présenter votre système en CHSCT, si vous en avez un, le présenter en CE, faire les déclarations d'ALI, c'est-à-dire faire l'ensemble des obligations, la loi informatique et liberté, si vous stockez des données. Non, c'est mon micro, à moi. Ouais. Dans Digipost, une fois que vous avez mis des documents, ils vous appartiennent. Voilà. C'est important, ils n'appartiennent pas à votre employeur, ils n'appartiennent pas à votre facturier, ils vous appartiennent. C'est-à-dire que si vous décidez de les supprimer dans Digipost, c'est de votre responsabilité. D'ailleurs, l'employeur n'a pas de code d'accès. L'employeur n'a pas les codes d'accès. Ah non, mais on est sur un principe comme aujourd'hui l'acheminement du courrier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise confie, en contrepartie d'un affranchissement, ce qu'on appelle un transport de documents. Le document il est mis dans la boîte aux lettres. La responsabilité, quelque part, de la Poste, elle s'arrête là. C'est-à-dire que j'ai déposé le document dans la boîte aux lettres. Dans Digipost, on peut imaginer que c'est à peu près le même schéma, mais de manière différente, puisqu'on est dans le domaine numérique, donc on respecte des règles, etc. Voilà. Et une fois que ça appartient, donc tout ce qui est dans Digipost, ça vous appartient. Nous n'allons pas regarder ce qui se passe dans Digipost. Alors, on nous dit que c'est fini, autrement ils vont nous mettre dehors. Alors, le stand F25, venez nous voir et puis on vous racontera la suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et un peu plus fort parce que tout à l'heure c'était moins fort que ça, alors allez-y, un peu de courage.